Salut les épicurieuses et les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire à peine croyable. Celle d'un homme qui a créé un minuscule pays, pas plus grand qu'un terrain de foot, sur une plateforme située en mer du Nord. Tout cela au départ pour diffuser de la musique, du bon vieux rock. Mais les choses vont prendre une tournure complètement inattendue. Putsch, trahison. Voici l'histoire de Sealand, la plus petite nation du monde. Je suis sûr que vous connaissez cette chanson. Il s'agit de A Day in the Life, l'un des tubes les plus célèbres des Beatles. Lorsqu'elle sort en 1967, cette chanson est immédiatement censurée par la BBC. Elle contiendrait une phrase qui ferait référence au sexe et à la drogue. Les Rolling Stones, les Who, de nombreux autres artistes rock font aussi les frais de cette censure. La BBC, qui détient le monopole de la radiodiffusion dans les années 60, préfère proposer à ses auditeurs de la musique classique. En réaction, des petits malins ont une idée toute simple. Créer des radios pirates qui s'adressent exclusivement à la jeunesse britannique. Pour contourner la loi, ces radios émettent depuis des territoires situés en dehors du Royaume-Uni, depuis des bateaux ou des plateformes en mer du Nord. La plus célèbre, c'est Radio Caroline, ou Radio Caroline. En 2009, son histoire a d'ailleurs fait l'objet d'un film que certains d'entre vous ont peut-être vu, Good Morning England. Personnellement, j'ai adoré. Nous y reviendrons. C'est dans ce contexte très particulier qu'en 1966, Paddy Roy Bates, un Londonien de 45 ans, décide de monter sa propre station pirate. Il ne connaît strictement rien au monde de la radio. Mais ça n'a pas d'importance. Bates est un aventurier. Il aime défier l'ordre établi. Il ne possède aucun bateau assez grand pour héberger sa future station. Mais il entend parler d'un lieu situé à quelques milles des côtes anglaises. Il s'agit d'une ancienne base de défense anti-aérienne britannique construite durant la Seconde Guerre mondiale pour protéger l'estuaire de la Tamise. Après la guerre, elle a été désarmée et laissée à l'abandon. Fort Rough, c'est son nom, se présente sous la forme d'une plateforme métallique posée sur 2 pylônes en béton. Sa surface avoisine les 4000 m², la taille d'un petit terrain de football. À bord, c'est pas le grand luxe. Il n'y a ni eau courante, ni électricité, et en prime, il fait un froid de canard. L'Anglais choisit le jour de Noël 1966 pour s'en emparer en compagnie de quelques amis de sa femme, Joanne, et ses 2 enfants, Michael et Pénélope. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, une mauvaise surprise les attend. L'équipe de Radio Caroline a déjà investi les lieux. Bates s'en fiche. Avec l'aide de quelques hommes de main, il parvient à les déloger. Et il lance Radio Essex, la toute première radio pirate qui émet 24 heures sur 24. Mais quelques mois plus tard, c'est la désillusion. La radiodiffusion à partir des bateaux et des plateformes est interdite par le Parlement britannique, même s'ils sont situés au-delà des limites territoriales. Ça tombe très mal. Radio Essex a trouvé son public et les annonceurs se bousculent pour acheter de l'espace publicitaire. Que faire? Roy Bates a alors une idée. Pour échapper à la loi, il proclame l'indépendance de Fort Rough. C'est ainsi que le 2 septembre 1967, une nouvelle nation voit le jour, la principauté de Sealand. Bates et sa femme s'arrogent les titres de prince et de princesse. Quant à leur fils Michael, il en devient le prince héritier. Pour justifier son action, Roy Bates revendique le droit à l'autodétermination sur une terre qui n'appartient à personne, une terra nullius. En toute logique, les intrus devraient être délogés manu militari. Je vous rappelle que la plateforme a été construite par l'armée britannique pendant la guerre. Mais contre toute attente, les autorités ne réagissent pas. En revanche, à quelques encablures de là, se trouve le bateau de O'Reilly, le propriétaire de Radio Caroline qui occupait la plateforme avant l'arrivée de Bates. Lorsqu'il entend parler de Sealand, il décide de la prendre d'assaut. Bates et son fils possèdent des fusils, un canon et des cocktails Molotov. Les assaillants ne parviennent pas à les déloger et fort heureusement, il n'y a aucune victime. Mais cette guéguerre entre radiopirates alerte la marine de sa gracieuse majesté qui se décide enfin à intervenir. Père et fils sont arrêtés et sont déférés devant un tribunal pour port illégal d'armes à feu. Est-ce la fin de la belle aventure pour la famille Bates? Eh bien non. Le prince trouve la parade. Face au juge, il avance que les faits qu'on lui reproche se sont produits dans les eaux d'une nation indépendante, la principauté de Sealand, hors de portée des lois anglaises. La ficelle peut paraître un peu grosse, et pourtant, ça marche.
Dans un arrêt du 25 novembre 1968, le tribunal se déclare incompétent pour les juger, Sealand étant situé au-delà de la zone côtière des 3000. C'est officiel, Sealand ne fait pas partie du Royaume-Uni. Pour Paddy Roy Bates, c'est une grande victoire. Il y voit un premier pas vers la reconnaissance internationale de Sealand. Le voilà donc, du moins c'est ce qu'il prétend, à la tête d'un État souverain au même titre que la reine d'Angleterre, le prince de Monaco ou le président de la République française. La principauté de Sealand possède désormais tous les attributs d'un pays. Un drapeau, le voici, des armoiries contenant une devise et Mare Liberta. De la mer, la liberté. Elle délivre également des passeports à ceux qui désirent prendre la nationalité sealandaise, édite des timbres et frappe une monnaie, le dollar de Sealand. Le prince a même composé un hymne national. Toutefois, il manque encore quelque chose pour que Sealand ait tous les attributs d'une véritable nation, une constitution. Elle voit le jour 7 ans plus tard, en 1974. Le texte tient sur une seule page. À titre de comparaison, la Constitution française en remplit 144. Pour la rédiger, Bates fait appel à un certain Alexander Gottfried Arenbach. C'est un ancien diamantaire allemand originaire d'Aix-la-Chapelle. Le prince est convaincu par le potentiel d'Arenbach. Il lui offre la nationalité sealandaise et le nomme Premier ministre à vie. Une décision qu'il ne va pas tarder à regretter. De fait, 4 ans plus tard, l'Allemand fomente un coup d'État sur la plateforme. Il attire le couple Bates en Autriche, sous prétexte de négocier des contrats juteux. Et pendant ce temps, il prend possession de Sealand. À l'origine de ce putsch, il y a un désaccord entre les deux hommes sur l'avenir de la principauté. En 1973, le monopole de la BBC sur la radiodiffusion est abandonné. De nouvelles radios pour les jeunes voient le jour, des radios qui diffusent de la musique en toute légalité. Radio Essex, Radio Caroline, ainsi que toutes les autres stations pirates sont désormais banalisées. Roy Bates est contraint de réinventer le modèle économique de Sealand et pour cela, il a une idée. Il va bâtir un petit casino qui proposera aux joueurs des gains exonérés d'impôts. Mais Arenbach voit beaucoup plus grand pour Sealand. Un hôtel-casino de luxe et une extension de la plateforme. Son projet est très ambitieux et il nécessite de très gros investissements. L'Allemand n'aura pas le temps de faire aboutir son projet. Roy Bates a déjà organisé la riposte. D'Angleterre, où il s'est réfugié, il parvient à réunir une bande de mercenaires armés jusqu'aux dents pour reprendre la citadelle. L'opération est baptisée Trident. La réussite est totale. L'équipe débarque un beau matin à bord d'un hélicoptère d'assaut et reprend la plateforme. Les insurgés sont ligotés et expulsés. Quant à Arenbach, il est fait prisonnier et jugé pour haute trahison. Un tribunal, composé pour l'occasion, le condamne aux travaux forcés. Concrètement, il devra s'acquitter de toutes les corvées, ménage, vaisselle, préparation des repas et des cafés pour le compte du couple princier. L'incarcération d'Arenbach inquiète la République fédérale d'Allemagne. Elle exige par la voix de son ambassadeur à Londres sa libération immédiate. Les Anglais considèrent qu'il s'agit d'une affaire extraterritoriale. Ils se contentent de conseiller aux diplomates de s'adresser directement au prince. Roy Bates n'en demandait pas plus. Selon lui, la visite d'un ambassadeur à Sealand scellera définitivement la reconnaissance de la principauté. Il s'appuie pour justifier cette reconnaissance sur un traité international datant des années 30 qui établit 4 conditions pour définir un État. La première étant la reconnaissance par un autre État. Or, l'intervention d'un ambassadeur pour régler un conflit en est la parfaite illustration. Les autres conditions, Sealand les remplit déjà. Elle a un gouvernement, un territoire et une population permanente composée de 3 à 5 personnes. Quelques semaines plus tard, un émissaire de l'ambassade d'Allemagne débarque donc en grande pompe pour négocier la libération d'Arenbach, qu'il obtient sans difficulté. Désormais, le prince a les mains libres, il peut se consacrer entièrement à l'avenir de sa petite entreprise. Mais ça ne va pas être simple, en effet. Comment s'y prendre pour faire fructifier Sealand et surtout, avec quel argent? Heureusement, Roy Bates a un plan. Il décide de faire de Sealand un paradis fiscal, un territoire qui propose d'héberger l'argent d'entreprises et de gens très riches qui veulent éviter de payer des impôts, du moins d'en payer trop. Roy Bates y voit le moyen de faire entrer des devises dans sa principauté. Les milliardaires qui se plaignent de payer trop d'impôts, ça ne manque pas. Sealand les accueillera à bras ouverts.
Mais rien ne va se passer comme prévu. Bates est un aventurier, mais un très mauvais homme d'affaires. Les investisseurs et les milliardaires ne lui font pas confiance, l'argent ne rentre pas et la plateforme commence à se dégrader. En 1999, alors âgé de 78 ans, épuisé, il jette l'éponge et confie les rênes de la principauté à son fils Michael. Nous sommes au début des années 2000. Internet est en pleine explosion. Le nouveau prince y voit un excellent moyen de refaire la trésorerie de la principauté. Il propose d'abriter sur Sealand des serveurs informatiques dont les autres pays ne veulent pas. Des sites de jeux d'argent par exemple, ou pornographiques. Il offre également l'asile à Napster, le tout premier logiciel de partage et de téléchargement. Ce service permet à des millions d'utilisateurs dans le monde d'échanger gratuitement de la musique au format MP3. Sauf que cette alliance déclenche la colère de l'industrie musicale qui porte plainte pour violation massive du droit d'auteur. La réputation de la principauté en prend un sacré coup. D'autant qu'à la même époque, des narcotrafiquants se font coincer avec en poche des passeports de Sealand. Est-ce la fin de l'histoire? Pas encore. Sealand réussit à tourner cette page sulfureuse. Roy Bates meurt en 2012 à l'âge de 91 ans. Quant au prince Michael, il quitte définitivement la plateforme pour s'installer dans une station balnéaire sur la côte de l'Essex, tout en continuant à faire fructifier sa principauté. Dans les années 2010, il a l'idée de monter un business de vente de titres de noblesse en ligne, via le site officiel de Sealand. Cette fois, rien d'illégal. Cette activité ne rapporte pas des cents et des mille, mais elle permet à la principauté de se maintenir à flot. Pour obtenir un titre de duc de Sealand, par exemple, il vous en coûtera 600 €. Il est également possible d'acheter une adresse électronique personnalisée ou bien de vous offrir des sweats, des maillots et des casquettes aux couleurs de la principauté. Enfin, si ça vous amuse, vous pouvez aussi demander la nationalité sealandaise, ou plutôt l'e-nationalité. Une carte d'identité vous sera délivrée qui vous permettra de vous rendre sur la plateforme. Attention, sa valeur est toute relative. Pour le moment, aucune nation et aucune instance internationale n'a daigné accorder à la principauté la moindre reconnaissance officielle. Aujourd'hui, Sealand ne compte plus qu'un habitant à l'année. Il est à la fois gardien, électricien, ministre des douanes, de l'immigration et de la défense. Il accepte de recevoir des visiteurs, mais il prévient: si les Anglais ou tout autre envahisseur venait à débarquer pour prendre possession de la principauté, il a tout ce qu'il faut pour les accueillir.